Si en France, le gouvernement Macron a aboli la notion de race dans la Constitution, ce qui constitue une réelle avancée, même si les implications politiques perdurent, aux États-Unis, on ne prend pas de gants pour évoquer un sujet presque constitutif de la société et omniprésent dans les statistiques officielles. Ainsi, lors des recensements de la population, les études sont carrément établies sur des bases ethno-raciales. Et c'est précisément là que réside l'origine de la crainte qui revient dans le débat public. La fin prochaine de la domination blanche. L'occasion d'explorer la question avec vous, Selwa Lust-Boulbina, Doudou Diène et Louis-Georges Tin. Les gens sont devenus fous. Ça, c'est l'exclamation d'une chercheuse qui parlait des répercussions de l'étude. Ces statistiques, ce sont des statistiques qui ne sont pas universitaires, ce sont des statistiques gouvernementales et qui voient en fait se rencontrer d'une part une injonction de se déclarer, injonction donc qui est basée sur des catégories inventées ou construites par un certain nombre de personnes, mais je veux dire qui sont politiquement investies dans la question. Et puis de l'autre côté, les déclarations que font les individus eux-mêmes. Et du reste, quelquefois, ça peut soulever des questions sur concernant les déclarations. Par exemple, il n'y a pas de catégorie arabe, ce qui fait que ceux qui sont déterminés dans la vie sociale comme étant arabes se classifient très souvent comme hispaniques, plutôt que comme blancs, par exemple. Donc on comprend que c'est une étude de la société, mais c'est une étude de la société qui, tout de même, comment dirais-je, du côté de la déclaration, suppose des identifications qui sont à interroger. Ben c'est ça, tout part de là. C'est-à-dire, aux États-Unis, lorsqu'on on déclare un peu, j'allais dire, son identité pour le recensement, on a le choix entre des catégories qui vont de blanc, hispanique et, je crois, asiatique, essentiellement. Le métis n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a décidé d'emblée que si on a un parent noir, un parent blanc, il faut être classé automatiquement dans noir. Vous voyez, donc ça, c'est des présupposés qui réduisent un petit peu la base des Blancs. N'est-ce pas? C'était présupposé, j'allais dire, idéologique. C'est précisément le problème de ces statistiques. Et on comprend évidemment l'existence de ces statistiques relativement à l'histoire américaine, à l'histoire des États-Unis. Il faudrait se poser des questions, en fait, sur la façon, je pense par exemple à la France aussi, mais la façon dont une société peut investir la statistique comme étant un instrument de gouvernement. Et là, effectivement, c'est véritablement un problème. Est-ce que c'est une étude? Est-ce qu'il s'agit de la base d'une étude? Ou est-ce que, par exemple, une étude des discriminations? Ou est-ce qu'il s'agit de la base, et comment s'effectue évidemment cette étude? Ou est-ce qu'il s'agit de la base d'une politique possible concernant l'immigration ou des questions de ce genre? Ah oui, alors, tout a commencé, je crois, avec... déjà au moment de l'esclavage, pour déterminer les races, puisque c'était important d'être soit blanc ou noir, l'histoire de la goutte, une seule goutte de sang noir. Et qu'est-ce que c'est que cette règle qui aujourd'hui fait que la base statistique des Blancs ne fait que se réduire? Mais c'est une des bases de la construction idéologique du racisme. One drop rule, c'est-à-dire que si vous avez une goutte de noir, même si vous êtes tout blanc, vous êtes considéré comme noir. Et donc là, c'est révélateur d'une construction. Donc le racisme, vraiment, il faut le dire dès le départ, est une construction intellectuelle et idéologique et un outil de légitimation d'une domination. Et donc, ce qui est intéressant actuellement, c'est que ces constructions-là qu'on a voulu poser comme des vérités, n'oubliez pas que nous sommes dans l'époque de la post-vérité, comme des vérités, comme naturelles, comme allant de soi, sont revisitées et remises en question. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant, c'est un tournant historique,
que le concept qui a été considéré comme presque naturel, celui de blanchitude, de blancheur, est revisité et remis en question. Et donc, nous sommes dans un contexte où on historicise ces concepts idéologiques de domination. Et la grande question maintenant, c'est de montrer que ces concepts ont été instrumentalisés pour essentialiser ce qu'on a construit comme naturel, blanc, noir, etc. C'est-à-dire qu'on a lié à la couleur des valeurs et des aptitudes mentales, physiques et intellectuelles. Et nous sommes donc dans cette phase de remise en question extrêmement passionnante actuellement. C'est pour ça qu'un chercheur de Georgetown disait que la race n'est pas une affaire biologique, c'est une question de pouvoir. Louis-Georges. Oui, tout à fait. Alors, vous avez fait référence à cet article qui évoque la fin de la domination blanche. D'ici 20 ans, ouais. Les Blancs seront en dessous de 50% aux États-Unis. Mais alors, moi, je note un paradoxe assez drôle. Parce que très souvent, quand on dit aux Blancs aux États-Unis, regardez les discriminations que subissent les minorités ethniques, ils disent non, le racisme, les gens exagèrent, ils en font trop, les minorités vivent très bien, il n'y a pas de problème. Et quand on leur dit, mais vous-même, vous allez devenir une minorité, tout de suite, c'est de la panique raciale. Ils disent, mon Dieu, on va être traités comme des Noirs, ça va être terrible. Alors, il faudrait savoir, est-ce que c'est si terrible que ça d'être une minorité maintenant que vous l'êtes? Donc, en fait, quand la minorité, c'est les autres, il n'y a pas de problème. Mais quand on devient une minorité, évidemment, ça devient le drame. Donc, aujourd'hui, d'une certaine façon, la majorité blanche va devoir apprendre à devenir minoritaire. Mais attention, il y a la minorité statistique et la minorité politique. En Afrique du Sud, on en parlera tout à l'heure, ouais. Les Blancs étaient minoritaires, moins de 10%, ils étaient majoritaires du point de vue du pouvoir. Donc ce n'est pas parce qu'on est moins nombreux qu'on est moins puissant. Les femmes sont majoritaires dans le monde, elles sont dominées partout. Donc ça devrait rassurer les Blancs aux États-Unis, finalement. Ou inquiéter les autres. Mais... En tout cas, il ne suffit pas d'avoir des chiffres avec soi pour avoir le pouvoir. Donc, en fait, la bataille peut continuer très longtemps. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou il faut s'en plaindre, mais en tout cas, ce n'est pas simplement une question statistique. Le pouvoir, ce n'est pas simplement une question de mathématiques. Ce qui est intéressant quand même ici, c'est que les Américains vont sans doute devoir revoir leur système de classification raciale. S'ils veulent rester majoritaires, il faut qu'ils apprennent à inclure ceux qu'ils excluaient. C'est-à-dire, les Latinos, souvent, les Hispaniques, ils sont souvent aussi blancs que ceux qui craignent actuellement pour leur majorité. Mais on a créé une sous-catégorie qui s'appelle hispanique. Est-ce qu'à terme, le nouveau système inclut les hispaniques, les métis, ceux qui sont biraciaux, comme on dit, puisque théoriquement, aucune des deux races n'est plus importante que l'autre. En fait, l'enjeu, c'est l'égalité. Parce que quand on bénéficie d'avantages, même si ce sont des avantages que personnellement et individuellement, on n'a pas demandé, quand on bénéficie d'avantages sociaux, on n'a pas envie de renoncer à ces avantages. Donc, je crois que c'est la principale question sous-jacente. Mais il y a une perte de pouvoir politique, puisque tout est ethnicisé, tribalisé. En Afrique, on dirait tribalisé. Oui, encore que tribalisé, c'est quand même pas tout à fait... Racialisé. Voilà, c'est pas la même chose. Ce qu'il y a d'intéressant dans le cas des États-Unis, c'est que, en fait, dans tout le continent américain, au nord comme au sud, ce sont les structures européennes qui ont été reprises. Les indépendants ont profité au XIXe siècle et à partir de la fin du XVIIIe aux Européens, à l'exception globalement de Haïti. Donc, effectivement, on comprend que la question des classifications apparaisse ici fondamentale. On peut se demander aussi quelle est la situation des natives, puisqu'il y a aussi beaucoup de métissage. Exact, c'est une des catégories aussi qui existe. Voilà, c'est une des catégories importantes et qu'on a tendance à oublier aussi, parce qu'elle est peut-être moins importante sur le plan de la population. Mais alors, Doudou, on voit qu'il y a une crainte, dont on parle de cette peur de la fin de la domination blanche. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? C'est-à-dire, on a toujours fait des statistiques, mais les gens sont devenus conscients de ce risque de devenir minoritaire en pleine campagne Obama en 2008. Est-ce que Michael Moore a raison, que les Blancs ont eu peur, mais ils ont fini par voter pour Trump? Trump est une conséquence de ça. Je crois que la peur a toujours existé.
Je crois que depuis le début de la construction de la société, des sociétés de l'hémisphère occidental, avec l'esclavage, l'arrivée des Européens et les Amérindiens qui étaient déjà là, quand il y a eu ce choc-là, il s'est passé deux phénomènes qui encore perdurent. Le premier, donc, il faut toujours le ramener à cela, la lutte pour le pouvoir et la domination. C'est ça qui est la base, la motivation centrale. Et pour légitimer cette domination, on a fait des constructions intellectuelles qui sont devenues sociologiques, économiques et politiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ces constructions-là se sont révélées dans le temps long comme des constructions extrêmement fragiles. Parce que même à l'époque de la domination esclavagiste, il y a toujours eu une tension au niveau de la communauté blanche. Ils savaient que leur position était basée sur une ambition de pouvoir, et ils savaient, parce qu'ils se frottaient aux esclaves, ils savaient, derrière l'idéologie raciste, qu'ils avaient affaire à des êtres humains, mais ils les ont déshumanisés. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que, à cause du combat de ceux qui étaient marginalisés, déshumanisés, c'est-à-dire les Noirs, et il ne faut jamais oublier qu'avant que les Noirs ne soient esclavagisés et dominés, les Amérindiens, qu'on appelle Amérindiens, ils avaient d'autres noms, leurs noms ancestraux, ont été dominés et beaucoup éliminés. Et donc, c'est dans ce processus de construction d'une société basée sur la violence que l'autre phénomène important s'est passé. Toutes les dominations sont d'abord basées sur une nomination. Tu nommes, tu désignes, tu classes et tu structures. Et donc, la notion de race a pris dans ce contexte-là cette centralité-là. Et là, elle a eu deux formulations qui sont actuellement remises en question. C'est qu'on a voulu donner une dimension naturelle à la race, c'est-à-dire que le noir est dominé parce qu'il est noir et que sa couleur de peau connote une absence d'humanité, de culture, etc. Comme on l'a fait pour l'Amérindien et tous les autres. Tout à l'heure, vous avez parlé de mot latino. Il n'y a pas de mot plus complexe. Le mot latino, d'abord, il est ambigu parce que moi, je n'utilise jamais le concept d'Amérique latine. Je dis Amérique du Sud. Parce que la domination coloniale a été d'abord une domination au niveau de la nomination des désignations. On a nommé les continents, Amérique, Américo-Vespuce, etc. Et en donnant le nom de latino à ce continent, littéralement, on élimine à la fois les populations originelles amérindiennes, qui étaient là depuis toujours, on élimine les Noirs venant d'Afrique esclavagisés, et on donne aux dominants, à l'envahisseur, le nom du continent. Donc, on a nommé. Mais cette nomination, donc, pour terminer là-dessus, c'est toujours heurté à cette réalité extrêmement profonde, c'est qu'elle a été une construction qui a été faite pour le pouvoir. Et il se trouve que les communautés en question, toujours, ont refusé l'essentialisation, c'est-à-dire qu'on enferme la couleur de leur peau, qu'on la réduise à des dimensions de valeur et d'humanité, en disant le noir est ceci, l'indien est cela, et le blanc est cela. Et donc nous sommes maintenant dans la phase de déconstruction de tout cela, et le phénomène de poser le regard sur ce qui a été posé comme naturel et central, le blanc, la blanchitude, est un révélateur extrêmement important d'une mutation qui est en train de se passer. Justement, cette mutation, elle se fait un peu au détriment justement de ces blancs, selon leurs propres critères. Alors, quand on nous dit que M. Donald Trump est le résultat d'une crainte des Blancs d'être dépossédés de leur pouvoir, dépossédés de leur majorité, est-ce que ce n'est pas paradoxal de voter pour un personnage comme Trump? Vous évoquez cette crainte qu'ont les hommes blancs américains. Mais cette crainte, elle est là depuis le début. Cette crainte d'être minoritaire. Pourquoi? Parce que lorsque les colons sont arrivés, ils étaient déjà minoritaires. Et donc, ils vivaient entre deux menaces, selon eux. La menace intérieure des esclaves dans la plantation, toujours prêts à se rebeller, et pour cause. Et puis la menace extérieure des Native Americans, toujours prêts à les attaquer.
Prenons une ville comme Wall Street. Wall Street, c'est le symbole de l'Amérique, du capitalisme. Premièrement, c'est un marché aux esclaves. C'est pour ça que c'est devenu la bourse mondiale. Donc le symbole, c'est l'esclavage. Et pourquoi ça s'appelle Wall Street? Parce qu'on a fait un mur, déjà à l'époque, avant Trump, pour se protéger de qui? Des Native Americans qui allaient attaquer la colonie. Alors en fait, c'est plutôt l'inverse qui se passait. C'est les colons qui attaquaient les Américains natifs. Mais pour les colons, c'était eux qui étaient menacés. Il fallait construire un mur déjà à l'époque. Donc vous voyez que le mur de M. Trump, c'est déjà quelque chose d'ancien. Les gens avaient peur. Ils disaient, nous sommes quelques hommes blancs, nous sommes en danger, il y a les Noirs qui veulent nous tuer, il y a les Indiens qui nous menacent. C'est terrible. Et c'est pour ça que dès le début, on a constitué l'arme à feu comme un instrument absolu de la colonisation. Bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on peut tuer les gens et les dominer. Simplement, vous ne pouvez pas mettre un gendarme derrière chaque colon, mais vous pouvez mettre un fusil derrière chaque colon. Et donc, il était interdit aux esclaves d'avoir des armes, bien entendu. Interdit aux Indiens d'en avoir. En revanche, les hommes blancs avaient l'obligation, dans certains États, de porter leur arme à feu en permanence, même le dimanche, même à la messe. Parce qu'il faut absolument se prémunir de ces Noirs et ces Indiens qui nous attaquent. Et c'est cette tradition qui perdure. Exactement. Donc on comprend mieux pourquoi c'est un phénomène aussi identitaire. Parce que les Anglais, par exemple, qui sont la base de la colonisation américaine, n'ont pas cette tradition. Jusqu'à aujourd'hui encore, les policiers anglais, pour la plupart, n'ont pas d'armes à feu. Or, les policiers américains sont surarmés, et les Américains en général sont surarmés, ils ont le droit sur la gâchette. C'est parce que c'est lié à un complexe colonial. On est assiégé, on se croit assiégé, on a peur depuis le début des Indiens, des Noirs, il faut avoir le doigt sur la gâchette et tirer sur tout ce qui bouge, on discutera après. Donc on comprend mieux aujourd'hui pourquoi ce débat est aussi compliqué aux États-Unis, c'est tout à fait enraciné dans la culture coloniale fondamentale de ce pays. Mais alors, qu'est-ce qui peut dissiper cette peur maintenant au XXIe siècle? Qu'est-ce qui peut la désamorcer? Moi, ça me fait réfléchir sur les émotions politiques. Parce que je crois qu'à la suite de ce que vient de dire Louis-Georges Tin, ce qui est important, c'est que la peur n'est pas du côté où on croit qu'elle est, en fait. C'est ça, le paradoxe. De l'autre côté, on a de la colère. Et ce sont des sentiments sociaux tout à fait fondamentaux, parce que la peur, c'est la peur de perdre. Et en fait, dans la philosophie, évidemment, c'est un élément qui est extrêmement important, parce que c'est ce qui permet d'expliquer les politiques sécuritaires, la crainte d'étrangers qui viendraient détrôner, en fait, c'est-à-dire modifier les positions, tout ce qui peut aller dans le sens d'un changement social et d'une répartition des places apparaît comme étant source d'inquiétude. Et donc, je pense que cette peur, en fait, c'est une peur qui est structurelle. C'est une peur qui est structurelle, qui est largement sociale, qui est liée effectivement, inévitablement aux inégalités, et surtout aux inégalités structurelles. Parce que ça veut dire que, on le voit évidemment dans les espérances de chacun, les espérances objectives, je veux dire, les probabilités de chacun, d'aller en prison, par exemple, de mourir quand on est enfant et qu'on porte un pistolet en plastique ou des choses de ce genre. Dernière question, le fameux métissage dont parlait Senghor et qui est en fait en marche, on voit dans la démographie américaine, est-ce que ça peut être un salut, une voie de sortie de la peur? Le métissage est la structure dominante des sociétés humaines. Toutes les sociétés humaines sont le produit de rencontres raciales, ethniques, de couleurs, de toute nature. Donc, il n'y a pas d'être humain qu'on peut qualifier racialement de pur. Tous les êtres humains sont des mélanges. Donc, le métissage est une donnée fondamentale des sociétés humaines. On a idéologisé ce métissage en hiérarchisant les sociétés, notamment quand on a inventé le concept de civilisation, où on a mis l'Occident blanc au centre de la civilisation et on a hiérarchisé et le noir tout à fait en bas, le juif y a été mis, et les Amérindiens, etc. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la réalité dynamique de ces sociétés, et il faut ramener tout ça, ce sont des sociétés capitalistes, c'est-à-dire des sociétés de production de matériel, de biens et d'enrichissement. Et le capitalisme a nécessité l'exploitation des êtres humains, blancs comme noirs. Les noirs plus et les Amérindiens plus que les blancs. Mais que littéralement, la société capitaliste est une société de mélange, naturellement.
tu dois mélanger les gens dans les lieux de travail. Même si tu les ségrègues ensuite maintenant sur le plan social, d'habitat, de loisirs, etc. Mais la dynamique du capitalisme a été un des facteurs, à mon avis, les plus importants d'éclatement de l'enfermement des communautés sur des lignes ethniques ou raciales. Et ensuite, le combat maintenant des minorités concernées a donné un sens et une réalité à cette situation. Et il ne faut jamais oublier, vous avez parlé de Trump, mais avant Trump, il y a eu Obama. Moi, j'étais aux États-Unis, j'ai fait un rapport sur le racisme aux États-Unis, juste au moment de l'élection de Obama. Et quand je suis allé dans le pays profond, dans le Wyoming et autres, que j'ai rencontré la jeunesse et les autres, je savais, j'étais là 2 mois avant les élections, qu'Obama serait élu. Parce qu'il y a des transformations profondes. Parce que tout simplement, en conclusion, chaque Américain, blanc comme noir, tous les jours de l'histoire américaine, s'est posé la question de son rapport à l'autre, dans sa racialité, dans ce qu'il a été construit comme sa différence et sa peur. Chaque Américain a vécu avec ça en profondeur. Et c'est dans cette peur-là que des figures comme Martin Luther King et d'autres, il y a des figures blanches, ont émergé. Et donc, nous sommes actuellement dans une dynamique, ce que je pense, d'accouchement de nouvelles sociétés plurielles, et tous les accouchements sont douloureux. Donc, le vieux costume identitaire blanc, chrétien, etc., est en train de craquer, littéralement. Nous sommes dans ce changement. Et les États-Unis, dans 10 ans, ne sera pas la même société que maintenant. Eh bien, sur ces paroles, nous allons assister à l'accouchement, à l'avènement d'un monde nouveau. Et je crois que c'est une perspective assez réjouissante. Nous arrêterons là notre première partie. Restez avec nous. Ensuite, nous parlerons plus spécifiquement de l'Afrique.